Parfois, certaines histoires familiales restent cachées au fond d'un placard. Celle que je vais vous raconter a été soigneusement rangée dans une enveloppe. Conservée par ma grand-mère, elle renferme quelques fragments de vie et de souvenirs. Un héritage familial presque inconnu pour moi. Papier évacuation, 16 juin 1940. Le départ d'une famille normande qui fuit la guerre pour se retrouver en zone libre. À travers ces quelques lettres retrouvées, je peux tenter de retracer l'itinéraire de ma famille dans la tourmente de la guerre sous l'occupation. En 1940, après la victoire de la bataille de France par l'armée allemande, une partie du territoire français est envahie. Entre mai et juin 1940, entre 8 et 10 millions de Français quittent leur foyer et se retrouvent sur les routes pour fuir. Sans but précis, excepté celui de rejoindre le sud ou l'ouest. Ils se retrouvent à pied, à vélo, en charrette pour la plupart du temps, sur des routes bondées de monde dans une ambiance souvent chaotique. C'est à travers les yeux d'une enfant, ma grand-mère, Thérèse, âgée de 3 ans et demi au moment de l'exode, que l'histoire prendra vie. Éclairée par la lettre de son grand-père, elle nous replongera au début de la guerre dans un autre temps, celui de l'incertitude, de la fuite et de la survie. Je suis né 7 rue de Nicourt à Estrépagny, dans une maison qui est restée dans ma tête, parce que c'est là où j'ai grandi, où je suis jamais sortie de là, du fait de la guerre. Comme c'était une petite maison un peu fermette, moi j'ai été élevée là. J'avais un chien, un grand chien, qui me cachait dans sa niche. Ça, c'est tout début, hein, quand je commençais à marcher. J'ai été élevé avec mes oncles, les trois, dans le même endroit. Ils m'ont appris des trucs de garçon. Ils me faisaient faire ils mettaient une pomme sur la tête, puis Guillaume Tell, voilà. J'étais entre 3 et 4 ans. Et il y avait Gilbert, il avait 5 ans avec moi. Après, il y avait Jojo, qui avait 8 ans. 8 ans. Et puis Jean, lui, il était plus grand. Il avait 12 ans, lui. Ils m'ont appris à faire toutes ces tas de bêtises qu'on peut faire quand on est enfant. Alors, pour moi, c'est des souvenirs. C'est arrivé comme ça. Moi, j'étais un enfant insouciant. Et puis, d'un seul coup, il a fallu que mes grands-parents s'en aillent. Mon grand-père était encore à la poste. Et mon père, lui, il avait quel âge 18 ans. Il ne travaillait pas encore. Je sais qu'il était jardinier à l'époque. Il travaillait dans un jardin. Tout le monde est parti. C'est la préfecture qui donnait des papiers à tout le monde, que les Allemands arrivaient, qu'il fallait descendre le plus loin possible. Eux, ils devaient descendre
du côté du Mans. Fallait passer la Loire. On est tous partis, tous ensemble, avec un fermier qui avait une voiture de ferme en bois là, et deux chevaux. Donc chacun dormait, chacun à son tour dans le chariot. Alors il y avait toute ma famille, mes oncles, donc ils étaient trois, ma mère, et ma tante aussi qui était sur les muettes. Elle est restée avec ma grand-mère. Quand elle ne pouvait pas rester toute seule. À Paris, elle devenait folle quand il y avait une sirène qui donnait qu'il allait y avoir il paraît que les voisins, ses voisins, ont téléphoné à mes grands-parents de venir la chercher parce qu'elle devenait folle de toute seule. Elle n'entendait pas. Elle entendait qu'il se passait quelque chose, mais elle n'entendait pas vraiment bien, quoi. Ben, son mari, il a été ramassé par les Allemands. Parce qu'il avait des idées communistes. Il a été ramassé par les Allemands et envoyé dans les mines de sel, dans l'Est. Donc il y avait elle qui était, et puis il y a eu aussi la mère de mon grand-père qui est venue aussi. Ah, chez mes grands-parents, c'était le souk. Après, parce que sa mère, elle habitait Paris aussi, elle habitait Puteaux. Donc, il y avait la mère de mon grand-père, il y avait ma tante, mon grand-père, bien sûr, mon grand-père, ma grand-mère, plus la famille du fermier. Donc, on partait, et puis, bon, ben, parce que nous, placés comme Trépani, c'est sur un plateau. Et après, tu arrives dans les gorges de la Seine. Donc, pour continuer, il fallait passer par la Seine, la traverser. C'est là que mes parents, mes grands-parents, ils sont arrivés à Vernon sur la Seine. Et à la Seine, il y avait des militaires français qui empêchaient les gens de traverser parce que le pont allait sauter. Alors mon père et mon grand-père, ils se sont regardés, ça je le raconte, ça. Et ils ont dit on fait ni une ni deux, on passe. Ils sont passés juste le pont, il a sauté derrière. On était passé de l'autre côté. J'ai commencé à avoir peur avec les avions. Il y a quand, de toute façon, quand ils allaient canarder, ça sifflait avant. Donc tout le monde était, parce que les avions descendaient très bas. Alors ma mère, elle m'attrapait comme ça, et puis elle me couchait dans le fossé le plus bas possible. Et après, une fois sur la route, bah, c'était tous les jours, les Anglais ont commencé à démolir. Les Anglais voulaient empêcher les Allemands d'avancer. Et c'est les Anglais qui bombardaient sans arrêt les gens. C'est ceux qui ont fait le plus de morts
On n'en parle pas, pourtant. Même mes parents, c'est ça, ils savaient, quand ils voyaient les avions avec la cocarde anglaise, c'était pas les Allemands. C'est pour ça qu'on n'était pas tellement copains avec, hein, parce que et ils ont tué beaucoup de gens sur la route, hein. Des gens qui étaient comme nous. Moi, je me souviens de ces machins-là, tu vois des flammes, sans arrêt des flammes. Ça avait été bombardé pendant que les gens y passaient. C'est quand on m'a dit que c'était Vernon, mais c'est vrai que c'est Vernon en flammes, je m'en souviens. Les gens, ils se débrouillaient comme ils pouvaient, et ils couraient, et ils se disent emmener ce qu'ils avaient, ce qu'ils pouvaient emmener, parce qu'il n'y avait pas de voiture tellement à l'époque, hein. Il y avait beaucoup de gens à pied. Les trains, c'était occupé par les... Il y avait le train pour Paris, mais il n'y avait pas beaucoup de trains, hein. C'était la troupe qui était dans les trains pour se déplacer. Il y avait quelques voitures, mais pas tout le monde, hein. Donc il y avait des gens comme nous qui avaient trouvé un fermier, et puis il y avait ceux qui étaient à pied. On emmenait juste ce qu'on avait besoin en vêtements et puis pour manger. Ma grand-mère, elle faisait à manger sur le bord de la route. Ils allumaient du feu et ils faisaient à manger comme ça sur le bord de la route. Tout en descendant, ils descendaient. Mes grands-parents, souvent, ils dormaient dans la ferme, dans une ferme, parce que ma grand-mère était quand même âgée. Donc les fermiers, ils pressaient leur lit, et puis tout ça pour... c'était pas des amis, c'était des gens gentils qui acceptaient de se faire dormir chez eux, ou bien même quelquefois de donner un peu de pain ou de trucs comme ça. Tandis que nous, on dormait dans le chariot, là. Le chariot dehors. On était tous couchés comme ça. Ils avaient mis des matelas dans la charrette. C'était des grandes charrettes avec quoi ils faisaient à l'époque, les blés. Tout le monde était comme ça. Enfin, disons, c'est celui qui pouvait se cacher et puis se dépêcher le plus loin possible, puisque soi-disant que les Allemands arrivaient. Alors il fallait arriver de l'autre côté de la Loire avant eux. Mais seulement, un beau jour, il paraît qu'ils étaient tous arrêtés pour manger. Enfin, ma famille, quoi, était arrêtée. Et puis mes oncles, qui étaient insupportables, ils avaient couru en avant avec les gamins du village. Et puis d'un seul coup, ils reviennent en criant « Là les Allemands, là les Allemands !» Les Allemands étaient à cheval. Ils étaient là, à Bonne-et-Sable. Et ils nous ont rien fait. Il paraît qu'ils étaient très, très gentils. C'était les Allemands et les à cheval. Voilà. C'est pas les nazis, c'est l'armée allemande, là. L'armée légale, quoi. Et ils ont donné des bonbons à tous les gamins. Alors, mon grand-père a dit, puisqu'ils sont là, eh ben, on fait demi-tour, on retourne chez nous.
Donc on a fait la bonne étape là. Demi-tour, on est remonté sur la Trépanier. Il y avait du monde qui retournait chez eux, préféré. Donc c'est là sur les bords de route, tout ce qu'on a vu d'affreux, quoi. Tous les gens morts. Parce que tous les gens avaient été oxy quand ils descendaient. C'est ça qui m'a marqué, que je me rappelle. Les gens qui étaient restés à l'époque, ils étaient restés par terre, et puis les animaux, pareil, hein, les animaux, ils avaient 3 ans. Donc, c'est ça qui m'est resté le plus longtemps. Et puis, bon, bah, après, tous ces gens sur la route qui filaient, tous les enfants aussi, qui se retrouvaient souvent sans parents. Ça, j'en ai vu. Fallait les ramasser et les donner dans les endroits où on passait. Il y avait des assistantes sociales, un peu, tu sais, genre comme ça, qui s'occupaient des enfants qui sont devenus orphelins. Il y a mes souvenirs, et puis il y a les gens qui parlaient quand même, les souvenirs de... Mais mes grands-parents, ils parlaient pas beaucoup de tout ça. Il a néanmoins laissé derrière lui une lettre précieuse, un témoignage écrit qui retrace le parcours et les jours bouleversants de leur fuite. Et Trépanier, le 14 juillet. Cher mère, je suis parti le 8 juin à 22h à pied par étapes de 20 à 40 km. Mon vélo ayant une pédale de cassé dans les premiers kilomètres. J'ai traversé Vernon vers 4h du matin, la direction des animaux nous ayant été interdite. Et j'ai été par Bizy. Il y a eu un bombardement à 5h. Jusqu'au village de Douin pour y dormir. Le soir, départ à 20h30 par les chemins communaux, arrivé jusqu'à la Houssée, la Ferrière jusqu'à une ferme aux environs de Saint-Rémy-sur-Avre, départ 22h35 pour une arrivée à 6h. Ensuite un départ 20h30 pour la Ferté-Vidame, mêmes horaires pour la Chapelle-Souef, Bélem. Interdiction d'aller sur Mortagne ou sur Nogent pour raison d'ordre militaire. De Bélem, toujours par les chemins communaux, la nuit, et par étapes, j'ai gagné une bonne étape dans la Sarthe, qui venait d'être bombardée, par la route secondaire du Mans, et ensuite la ferme Beaufay, où là, les Allemands qui étaient toujours à nos talons depuis le départ sont arrivés le lendemain, le 17 juin. 3 jours avant de recevoir de leur part l'ordre de retourner sur Étrépanier. Retour par Bélem, Mortagne, Verneuil, Corneille, Dreux, Louviers, Notre-Dame-du-Vaudreuil. Interdiction d'aller par les Andelys à cause des convois. Je me suis dirigé sur Pose où j'ai traversé la Seine, par le pont, sur l'Écluse. Ensuite, Amfreville, Écouilly, Le Thil et Trépanier. Rentré à Trépanier le 26 juin. Le 28 juin, avec le fils Moré, intérimaire comme facteur, étant les seuls rentrés jusqu'alors, nous avons nettoyé le bureau qui était en mauvais état. Nous avons constaté 2 coupes de feu dans le terminal téléphonique. Les lettres en instance étaient éparpillées un peu partout. Quelques-unes étaient ouvertes. Amanda était sur le bureau des facteurs, sortie d'une lettre.
Nous l'avons ramassé, repoussé avec les papiers que nous avons remis dans le petit coffre situé en haut du coffre-fort. Nettoyage jusqu'à la reprise du courrier, vendredi 5 juillet après-midi. Je n'ai pu prendre contact en route avec le bureau des postes, tous étant fermés depuis l'évacuation. Je sais qu'il s'est occupé du courrier là-bas, parce qu'il n'y avait plus personne. Tout le monde était parti. Hein. Donc quand il est rentré, ben, il est allé à la poste et il a ramassé. Le courrier était étalé partout. Donc je sais que ça, lui racontait pas beaucoup ça. Mais ben, quand ils sont arrivés, ben, ils ont vu que les fameux voisins qui étaient restés, ils s'étaient servis chez eux, chez les voisins. Il y a eu ça, et compagnie, ouais. Il y a eu ça. Parce que le chien de mes grands-parents, il était resté à la maison. Il y avait un voisin qui venait lui donner à manger. Le truc humain, il change pas. Il change pas. Ça a repris coup-ci, coup-ça. Petit à petit. Quand les gens ils faisaient, pas leur marché, mais presque quoi, chercher sur des endroits où manger. Et les fermiers à l'époque, ils préféraient vendre aux Allemands, parce que les Allemands, ils payaient cher. Et puis, ils avaient fait comment on appelle ça, un abri dans le jardin. Et dès qu'il y avait une alerte, tout le monde allait dans le trou, là. Ma mère, c'est là qu'elle était folle, qu'elle me prenait, puis qu'elle me gardait tout au fond. Ça doit être ça que je suis devenue claustrophobe, ce que j'ai dit. Pendant la guerre, les Allemands, ils ont raflé tous les jeunes qui n'avaient pas de boulot. À l'époque, mon père, il n'avait pas de boulot parce que il est parti sur le front russe. Et ça, moi, j'ose pas le dire à tout le monde, hein, c'est pas... Ouais, il est parti là-bas, mais mon grand-père, c'était un dégourdi qui parlait très bien, Il a dit à ma mère, écoute, on va aller à Paris, on va aller à la commandanture. Ils sont allés à la commandanture à Paris, là, carrément. Et ils ont vu le général qui commandait le machin, là. Il a expliqué l'état de mon père il avait quelque chose qui n'allait pas dans sa tête, quoi. Je sais pas ce qu'il avait pu dire. Mon père, il a eu un accident de vélo quand il avait 16 ans et il a eu une plaque, là, je sais plus comment on appelle ça, à la Salpêtrière à Paris. Et il avait des troubles, à la suite de ça, et il y avait des moments, il tombait par terre et il avait des absences, quoi. Et le général, là, enfin, je sais pas si c'est un général ou quoi, il a dit, ne vous en faites pas,
on va le faire revenir. Et ils ont fait revenir mon père. Sinon, il était sur le front russe là-bas à se battre, quoi. J'ai d'abord été à l'école, ça j'en ai pas parlé non plus, à être payé, à cause justement de ce que mon père avait fait. On ne voulait pas de moi. C'était assez difficile d'en parler. Ça, faudrait que je te dise des choses... comment? Surtout pour mon père. On ne voulait pas de moi. Donc déjà là, mes grands-parents ont dit ben c'est rien, on va te faire l'école. C'est ceux qui m'ont appris à lire, écrire et tout. Et après, mon grand-père, il a connu une institutrice avec qui il a parlé. Et elle lui a dit, moi je veux bien venir lui donner quelques cours, quoi. Donc à Estrepagny, j'ai pas été à l'école pratiquement, j'ai été qu'1 an. En tant qu'enfant, je te dis, on est arrivé ici, c'était la suite. Nous, on a connu le débarquement en Normandie, avant aussi. Les bombardements sans arrêt. Il restait plus rien. Comme à Rouen, je sais ce qui restait, la cathédrale. Il restait que la flèche de la cathédrale. Tout le reste, c'était... Ça, j'ai connu ça. Rouen, ouais, parce que ma mère, elle allait quelques fois quand même à Rouen. C'était l'endroit où on pouvait avoir des cours. Et puis Gisors aussi. Gisors, c'est pas loin d'Estrepagny. Débarquement en Normandie, et puis arrivé ici, où on était carrément ballottés d'un côté des autres. Pour un enfant, c'est beaucoup, hein. Il faut pas oublier. Je dis pas qu'il faut... Mais il faut pas oublier, parce que il peut y avoir le retour, comment... Dans la vie, il y a plein de choses qui se sont représentées pareil, exactement. Ben, ça sert à quoi? Ça a servi à quoi? Maintenant, on est comme ça avec l'Allemagne. On est très bien, on est les meilleurs amis du monde. C'est vrai. Bon, je dis que ça ne peut pas durer tout le temps. C'est bien que les peuples se réconcilient un petit peu. Mais il faut toujours garder un mais. Faire attention. Parce que les hommes, c'est fou. Entre les lignes suit le destin de cette lettre qui s'inscrit désormais dans le grand livre de l'histoire collective. Il s'agit de ne plus la laisser dormir et lui offrir une place dans les récits à transmettre. Quelle ironie pourtant que ce soit un facteur, messager de son vivant, qui même longtemps après sa mort, poursuit son rôle en nous faisant parvenir cette lettre qui traverse le temps.